Bon, dans ce cours, on va voir, disons, deux familles de techniques de traitement d'image, les équations en dérivée partielle, les EDP, d'un côté, et les équations variationnelles, de l'autre côté. Et dans les EDP, il y a deux types d'EDP. Il y a ce qu'on appelle les équations stationnaires, qui sont de la forme L de U égale à 0, et les équations d'évolution, qui sont de la forme du sur dt est égal à L de U ou bien moins L de U. Alors, c'est quoi L? L, c'est un opérateur différentiel. Par exemple, L de U égale delta U. Maintenant, concernant, ça c'est pour la première approche. Concernant la deuxième approche, les approches variationnelles, en fait, elles reposent sur la formulation d'un problème donné de traitement d'image et sa résolution, écrit sous forme de minimisation d'une certaine énergie. Donc, il s'agit d'écrire une intégrale d'une fonction f qui dépend de x. Je vais reprendre. Euh, je cherche la gomme. D'accord. Donc, là, comme c'est bon, ça va. Donc, j de u est égal à l'intégrale sur oméga f qui dépend de x, u de x, gradient de u de x, dx. Alors, c'est quoi u? Et c'est une fonction de oméga dans R. Donc, en fait, u, c'est l'image, parce que l'image, on va la définir comme une fonction. L'année dernière, l'image, pour nous, c'était une matrice. Là, on va considérer les images comme des fonctions qui sont définies sur un domaine oméga en R2. Pensez par exemple à un carré, d'accord, et à valeur dans R. Maintenant, en face d'un certain problème, un problème donné, par exemple la restauration d'image ou du bruitage, le impeding et tout ça. Alors, tous ces problèmes peuvent être formulés, tout d'abord, ensuite résolus comme un problème de minimiser une fonctionnelle, j de u, et cette fonctionnelle, elle s'écrit sous cette forme-là. D'accord? Elle s'écrit sous cette forme-là. Voilà, alors on va commencer par la première partie, qui est sur les EDP, et on va voir un certain nombre d'équations. La première, c'est l'équation de la chaleur. L'équation de la chaleur, c'est l'équation fondamentale de traitement d'image qui a été proposée vers la fin des années 80. D'accord? Et ensuite, par la suite, plusieurs variantes ont été proposées pour améliorer les résultats de l'équation de la chaleur, pour corriger certains défauts, à commencer par l'équation de Perron-Malik, l'équation de Wickert, et ensuite, il y a d'autres équations géométriques ou bien morphologiques. Et par la suite, on verra la déconvolution d'image et le remplissage de trous ou bien l'impeding. Donc voilà. Commençons par l'équation de la chaleur. L'année dernière, on a vu le filtrage d'image. On a une image qui était sous forme de matrice. On lui applique un filtre et on obtient une deuxième image. D'accord? Parmi les filtres qu'on a vus, le filtre par exemple du maximum, du minimum, de la moyenne, le filtre gaussien, ainsi de suite. Et en particulier, le filtre gaussien avait un effet de réduire le bruit dans une image d'un côté, mais il avait aussi un effet négatif qui était rendre l'image un peu floue. Par exemple, le filtre gaussien, en fait, le filtre gaussien discret, ça correspond en continu à une convolution avec une fonction gaussienne. Alors, je répète encore une fois que en S1 et S2, l'image pour nous, c'est une matrice. Donc, je mets ici matrice. Et dans ce semestre, le S3, l'image, c'est une fonction, soit f, soit u, de oméga dans R. D'accord? Alors, ce qu'on avait appliqué ici comme un filtre discret gaussien est équivalent à la convolution avec une fonction gaussienne. Et je pense que vous connaissez la fonction de convolution. Donc, la fonction de convolution est définie par l'équation suivante.
f étoile g x, c'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini. F de y, g de x moins y. Ça, c'est lorsque les fonctions sont à valeur réelle. Et même lorsque les fonctions sont à valeur, même à variable réelle, pardon. Même les fonctions, quand la variable de la fonction appartient à R2, la même formule reste valable. Et plutôt qu'intégrer sur moins l'infini plus l'infini, on va intégrer sur oméga, sur R2, parce que la convolution elle est toujours définie sur R2. D'accord. Donc voilà, maintenant, on va s'intéresser à l'effet de cette convolution avec une gaussienne. Et je rappelle l'équation, l'expression de la fonction gaussienne, c'est celle-là. Alors, quand x appartient à R, ça, c'est une valeur absolue. Et quand x appartient à R2, ça devient une norme. Donc, en fait, la même formule, ça généralise du cas monodimensionnel au cas multidimensionnel. Et puis, quand c'est dans R, cette constante c'est 1 sur sigma racine de pi. Et quand c'est dans R2, la constante devient 1 sur 2 pi sigma carré. D'accord? Donc, pratiquement la même formule, ça se généralise à la dimension supérieure sans grand changement. Et la fonction gaussienne, elle dépend d'un paramètre sigma. D'accord? Ce sigma ici. Et quand on applique la convolution avec une fonction gaussienne, on remarque que pour sigma égale à 0, bon, ici, ça donne l'image elle-même, donc il n'y a aucun effet. Maintenant, pour sigma égale à 5, voilà ce qu'on obtient. Donc l'image, elle devient un petit peu floue. Et si on augmente la valeur de sigma, l'image devient de plus en plus floue. Voilà, c'est pour sigma égale à 11 et pour sigma égale à 17. Un petit rappel sur le... un petit rappel sur la convolution discrète. Donc, la convolution étant donné une image entrée, input, d'accord? Et puis, on a le filtre de convolution, qui est donné par un noyau, le kernel, ou bien par un masque. On a vu la différence entre les deux. Et l'application de ce filtre à cette image input, ça permet d'avoir une image output. Ça, c'est juste un petit rappel sur ce qu'on a vu en première année. Pour calculer la sortie ici, vous voyez cette sortie-là, on va prendre les valeurs de ce filtre et on va le poser sur l'image, comme on le voit ici en rouge, et on va tout d'abord faire la multiplication des coefficients du filtre par les valeurs d'image. Par exemple, ici, ici, il se trouve que comment dire, les valeurs sont identiques, mais rien n'empêche d'imaginer des valeurs différentes. Ici, 1 est multiplié par 251. Ce deuxième 1 est défini par 255. Ce 1 est multiplié par 85. On fait la multiplication, on fait la somme, et au final, on divise par 9. D'accord? Et voilà ce qu'on obtient, bien sûr, éventuellement après un arrondi pour avoir une valeur entière. Donc ensuite, on déplace ce noyau le long de l'image. Donc ce noyau-là, on va le déplacer, on va le mettre partout. Par exemple, si je le mets ici, ça va me permettre de calculer la valeur équivalente en 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ça va me permettre de calculer cette valeur-là. D'accord? Donc, je pense que ça, c'est facile. Et donc, ce qu'on a vu ici, c'est le filtre, c'est le filtre de moyenne, puisque tous les coefficients ici sont identiques. Le filtre gaussien est défini par des valeurs, des coefficients différents.
et qui sont, en fait, le filtre gaussien, on va en parler tout de suite, ça dépend de la valeur de sigma. On peut avoir une valeur de 2 au milieu, et puis plus on s'éloigne de ce pixel central, plus les coefficients deviennent faibles. Ici, c'est 1, 0, parce que ce pixel est plus éloigné que celui-là. Ensuite, si je considère un noyau plus grand, d'accord, j'aurai ici des valeurs qui sont inférieures à 1. Et on a vu que le calcul de ces coefficients, pour calcul, bon, je pense que bon, si vous avez oublié, le calcul de ce coefficient se fait en 2 étapes. Première étape, step 1, c'est calculer la matrice des distances. Quelle est la distance de ce pixel au pixel central? Bon, on considère toujours, bien sûr, un pixel central. D'accord? Et la distance de ce pixel avec lui-même, c'est 0. La distance de ce pixel avec le pixel central. La distance de ce pixel avec le pixel central. Donc, on obtient des valeurs. Ensuite, par exemple, ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Et ici, en fait, ça dépend de la distance considérée, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs distances possibles. Si on considère la distance euclidienne, là, on aura racine de 2. D'accord? Ça, pour la matrice des distances. Ensuite, on calcule les coefficients en remplaçant ces valeurs de distance dans la fonction dans la fonction gaussienne. C'est pour ça qu'on parle de filtre gaussien, exponentielle moins x carré sur 2 sigma carré. Et bien sûr, la définition du filtre gaussien repose sur deux choses. La taille du filtre. Là, on considère souvent les filtres 3,3, mais rien n'empêche de considérer des filtres plus grands, 5,5 ou 7,7, ou voire plus grands. Et donc, la taille, c'est un paramètre du filtre gaussien. Et le deuxième paramètre, c'est la valeur de sigma. Donc, changer un seul de ces deux paramètres va changer les valeurs du filtre. Donc, maintenant, connaissant sigma, on va remplacer la distance dans cette variable x pour avoir ici exponentielle moins d au carré sur 2 sigma carré. Par exemple, si je remplace par 0, qui est la valeur, cette valeur-là, forcément, je remplace ici par 0, je vais avoir ici 1. D'accord? Ainsi de suite. Voilà, j'avance. Maintenant, on va visualiser l'application de filtre gaussien. Si je considère une tâche qui, en fait, mon café en même temps. Alors, si je considère un point, une tâche qui est un point noir sur un fond blanc, et j'applique un filtre gaussien, on va voir ce qui va arriver. Oups, non, c'est pas ça. Voilà, c'est mieux. Juste un instant, je fais des petits réglages. Alors, je disais, on a une tâche en fait, qui est un point noir. J'applique le filtre gaussien, voilà ce que j'obtiens. Donc, en fait, cette tâche qui est noire va en fait se dissiper et en quelque sorte, elle va se diffuser, diluer en quelque sorte dans notre support de l'image. Et donc, euh, cette couleur ou bien cette tache noire va être moins noire, si j'ose dire. Et par contre, les pixels voisins vont subir un petit peu de ce noir, en fait, de ce bruit, ou bien de cette tache. Et ça, si j'applique le filtre gaussien une fois, je peux l'appliquer le filtre gaussien une deuxième fois pour avoir cet effet, et une troisième fois, ainsi de suite, jusqu'à ce que la tache noire va disparaître.
Et en fait, l'attachement elle correspond à 0. Si j'applique le filtre gaussien une fois, voilà ce que j'obtiens. Donc en fait, le 0, le 0 devient 170, il va avoir une valeur élevée, et les valeurs du voisinage qui étaient élevées, d'accord, vont décroître un petit peu à 213. Et bon, c'est quoi, comment dire, c'est quoi le but ou bien comment dire, la façon de marcher de ce filtre gaussien? Ce filtre, en fait, il essaie de rendre les pixels similaires. Et donc, le 0, il va essayer de le rendre similaire à ses voisins qui ont une valeur de 255. Donc, forcément, il va élever la valeur de ce pixel. Et comme ce raisonnement ou bien cet effet, il est appliqué partout, à tous les pixels, et même ces pixels-là, ce pixel-là, il va essayer de les rendre similaires à leurs voisins, mais comme il y a un de ces voisins, de leurs voisins qui est égal à 0, il va avoir un effet négatif et il va du coup réduire la valeur de 255 à 213. Et on peut appliquer une deuxième fois le filtre gaussien. Donc une première fois, pour la première fois, voilà. Pour la première fois, il a une influence sur ces 3 pixels, les autres restent inchangés. Et pour la deuxième fois, il est arrivé jusqu'à ces pixels-là. D'accord? Et je peux appliquer d'autres fois jusqu'à ce que les pixels deviennent tous un petit peu similaires. Alors, pour montrer que l'application de ce filtre gaussien est équivalent à la résolution d'une équation de la chaleur, parce qu'on sait que l'équation de la chaleur, c'est du sur dt est égal à delta U. Et théoriquement, la solution de l'équation de la chaleur, c'est la convolution avec une gaussienne dans R2. Et U0, c'est la donnée initiale, c'est-à-dire la donnée, ou bien la fonction U pour t égale à 0. Donc, ce qui va jouer le rôle de sigma dans la convolution, donc je répète, convolue avec une gaussienne, c'est-à-dire U égale G sigma, solution de du sur dt égale delta U. Mais on remarque que dans la convolution avec gaussienne, il y a un paramètre sigma. Dans l'équation de la chaleur, il n'y a pas de paramètre sigma. En fait, la relation, ce qui est équivalent à la valeur de sigma, c'est le temps. Parce que quand on résout l'équation de la chaleur, on va avoir une solution U de x t. Donc, toutes les solutions sont obtenues pour une valeur de t, une certaine valeur de t. Et donc, il y a une relation entre t et sigma, c'est la suivante. Je pense que sigma est égal à 1 sur racine de t. Alors, autrement dit, si je prends par exemple sigma égale à 1, la convolution avec G1, c'est la solution de l'équation de la chaleur, x pour t égale, donc t sigma carré, c'est 2 sigma carré, et donc si sigma est égal à 1, t est égal à 2. Ça va se déconnecter dans quelques minutes. Prenez juste 3, 4 minutes et vous reconnectez après. D'accord? Quand c'est déconnecté, faites ça tout le temps. Et, bon, voilà. Je passe les questions d'existence de la solution. Autant pour moi, sigma c'est racine de t, c'est pas 1 sur racine de t. Sigma c'est racine de t, c'est pas 1 sur racine de t. D'accord? Voilà. Maintenant, pour l'implémentation, je ne sais pas si vous êtes familier avec la méthode différence finie. Est-ce que vous avez fait la méthode différence finie? Je pose la question tout d'abord à Bstani. Oui, monsieur Drna. Très bien. Ensuite, Sahli. Est-ce que vous avez fait la méthode de différence finie? Sahli ou bien Asma, HP01. C'est Asma, c'est ça? C'est Asia. Sahli. Mohamed Aïd. Très bien.
Donc, la méthode différence finie permet de discrétiser l'équation de la chaîne. Enfin, c'est une méthode très facile et très utile et très pratique pour la résolution des équations en dérivées partielles. Elle repose bien sûr sur la forme de Taylor principalement. Et euh, on a du sur dt est égal à u. Et une discrétisation de l'opérateur de dérivation par rapport à t, du sur dt, et une autre discrétisation de delta u. Alors, ça veut dire quoi discrétisation? Ça veut dire rendre l'opérateur ou bien approcher l'opérateur par une différence finie. Et pour pouvoir, avant de pouvoir approcher l'opérateur par une différence finie, il va falloir faire une discrétisation. Si je considère x égale à 1, x égale à 1, plutôt si je considère la dimension 1, c'est-à-dire R appartient x appartient à R, donc le delta devient x, d2, le delta devient d2 sur dx carré. J'ai le paramètre temporel t et le paramètre spatial x. Et je commence par faire une discrétisation de cet espace et une autre discrétisation de x. Et j'obtiens une sorte de grillage, une grille. Donc je change de couleur. Et on va chercher la solution U au point ou bien au nœud de la grille. D'accord? On va chercher la solution ici. Ce sont les nœuds de la grille. Alors, quand on fait la discrétisation, on utilise un pas de discrétisation. Par exemple, et on a un delta t. La valeur de t, c'est 0. La deuxième, c'est delta t. La deuxième, c'est 2 delta t. La troisième, c'est 3 delta t, ainsi de suite. Et on fait pareil pour x. Donc, la première valeur de x, c'est delta x. 2 delta x, ainsi de suite. D'accord? Donc, si je prends un point quelconque, eh ben, ce sera i, k, plutôt k delta t. Je vais l'écrire ici, ça sera mieux. Donc, un point quelconque de la grille, ça va être k, k delta t, i delta x. D'accord? Voilà, donc juste un petit mot, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné. Le delta, c'est quoi la définition de delta? Delta, c'est le Laplacien. Donc, delta U, en principe, c'est la somme des dérivées secondes, les valeurs, toutes les variables. U dépend de t et x, mais t, c'est la variable temporelle, et x, c'est la variable spatiale qui appartient à R2. Donc, x a deux composantes, x1 et x2. Maintenant, on peut aussi, plutôt que x1 et x2, considérer xy. D'accord? C'est notre possibilité. Et delta, en principe, c'est la somme des dérivées secondes par rapport à toutes les variables. En principe, en toute rigueur, j'écris delta U est égal UTT, deuxième dérivée par rapport à T, plus UXX, deuxième dérivée par rapport à X, plus IYY, deuxième dérivée par rapport à Y. Ça, c'est le Laplacien. Mais ce n'est pas ce Laplacien qu'on va utiliser. Et généralement, quand on écrit le delta U, ça veut dire le Laplacien spatial. Laplacien spatial qui est égal à la somme des dérivées secondes par rapport à x et y seulement. D'accord? Donc, certains utilisent delta x, grand X ou petit x, bon, ça dépend, pour exprimer ce fait que le Laplacien est considéré uniquement par rapport aux variables spatiales, soit x, y, soit x, tout simplement, le vecteur x. Donc, voilà. J'efface tout ça.
Et une nouvelle page. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi juste un instant. Bon, maintenant, pour la discrétisation, nous avons eu, juste un instant, comment créer une nouvelle page vierge. Bon, je pense que ça va se couper dans quelques instants. On n'aura pas le temps de... Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce qu'on n'aura pas le temps de... monsieur s'il vous plaît. Oui, oui. monsieur شنو هذاك الكا اللي من الفوق حنا ما درناش الكا هذا. Ok, donc je vais parler en détail de la discrétisation. Parce que le cas, c'est la discrétisation par rapport à T. D'accord? Je cherche comment créer une nouvelle page vierge. Non, qu'un seul. C'est insérer une page vierge. Ok, c'est pas grave. New. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. Bon, c'est pas grave. Alors, nous avons U qui dépend de T, X, Y. D'accord? En considérant la discrétisation par rapport à T, X, Y, donc DU sur DT, ou bien l'approximation de la première dérivée, si je considère une fonction une seule variable, ensuite je vais considérer la fonction U. F' de x est approché par f de x plus h moins f de x divisé par h, la forme de Taylor. Donc j'applique cette approximation pour chaque variable, ou bien, bon, j'applique cette approximation pour la variable t. Donc si je fais ça pour la variable t, j'efface, j'aurai, alors quand je dis on considère la variable t, c'est supposé x et y constantes. Donc du sur dt, on a un point donné, sont approchés par u t plus delta t, x, y ne change pas, moins u t x, y, divisé par delta t. D'accord? Alors, j'ai dit tout à l'heure que les points sont, le pack, c'est bon, delta t, les points sont k delta t. Donc, le t plus delta t devient un k plus 1 delta t. Un delta t plus delta t, j'aurai u. Alors, je reprends. Donc, je disais qu'on peut utiliser la forme de Taylor jusqu'à l'ordre 2 pour f de x plus h, mais aussi pour f de x moins h, pour avoir f de x moins h plus h carré sur 2, de x plus un petit taux de h au carré. Si on fait la somme entre les deux, on aura f plus h juste un instant. Voilà. Plus f de x moins h est égal 2 fois f de x plus h carré x plus un petit taux de h carré. Ce qui nous intéresse, c'est la dérivée seconde. Donc, on peut finalement approcher la dérivée seconde. On peut l'approcher par f de x
h f de x. H moins 2 fois f de x divisé par h. Par h au carré. Et pourquoi on a dit approcher, non pas égal? Parce que on a négligé le terme, ce terme-là de petit o h carré. D'accord? Et si je considère h égale à 1, on n'aura pas plus de rapport, on aura uniquement le numérateur. Et si j'applique ça pour la fonction u, on aura xx, ça va être u i plus 1. Rappelez, ici on a plus h moins 2 fois f de x. Donc u plus 1, j, plus u i moins 1, j, moins 2 fois u i j. Ça pour la même valeur de k, c'est-à-dire la même valeur du temps. On fait la même chose pour u, y et y. On aura u i j plus 1, k, plus u i j moins 1, k, moins 2 fois u i j, k. On écrit égal, mais en fait, c'est une approximation et non pas, bon, je fais approximation. Et delta U, qui est égal à la UXX plus UYY, est se rapproché par UI plus 1 J, UI moins 1 J, UI J plus 1, UI J moins 1, en 2 fois, ou en 4 fois, pardon, je corrige, 4 fois U, I, J, et tout ça, c'est pour la même valeur du temps, bien la valeur de K. D'accord? Donc, je vais changer le blanc. Non, c'est pas ça. Saved discard. Non, c'est pas ça. Stop sharing. Est-ce que vous allez voir le fichier? Vous avez l'équation de la chaleur, la discrétisation. Bstani, est-ce que vous arrivez à voir le fichier, la présentation? monsieur أنا نشوفه في heat equation. Voilà, heat equation, tout à fait. Voilà, donc là on reprend. Delta U est approché par donc, le calcul qu'on a fait avant, tout ça. OK? Et on fait enfin, on replace dans dU sur dt et sur delta U. Et on aura au final cette équation qui est descriptive, l'équation de la chaleur. D'accord? Donc, la valeur de l'image, alors comment on peut lire cette expression? Donc, la valeur de l'image au point IJ, donc au pixel IJ, à l'instant K plus 1, ou bien au temps K plus 1, peut être calculée à partir des valeurs des images au temps K, pour différentes valeurs de IJ. Donc pour IJ, I plus 1J, I moins 1J, IJ plus 1 et IJ moins 1. Et en fait, là, ce n'est autre qu'une somme pondérée avec des coefficients, avec ces coefficients-là, des valeurs des pixels voisins. Et donc, en l'occurrence, chaque pixel IJ, on a le IJ, la valeur IJ à l'instant K,
I plus 1, si je considère ça, c'est I, ça c'est J. I plus 1, J, I moins 1, J, I et J plus 1 et I, J moins 1. D'accord? Donc, on a la somme pondérée de ces 5 pixels. Et la pondération est donnée par ces coefficients. Et donc, on obtient une convolution avec un noyau, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avec un noyau de la fonction gaussienne. Et dans le cours de la méthode différentielle, vous aurez dû faire la convergence. Et la convergence, généralement, est obtenue à partir de la consistance et la stabilité. Et la stabilité, dans ce cas-là, est obtenue pour taux inférieur à 0,25. Je rappelle que taux, c'est delta t. Et on remarque que pour taux inférieur, bon, la condition taux inférieur à 0,25, c'est exactement ce coefficient central supérieur à 1. Voilà ce qu'on obtient, un exemple de l'équation de la chaleur. Ça, c'est une image bruitée. D'accord? Et à droite, on a le résultat le résultat de l'application de l'équation de la chaleur. On remarque que l'image devient floue, mais en même temps, le bruit, il y a beaucoup de bruit dans cette image. Et on remarque par exemple le bruit qui est à l'intérieur ici. Le bruit, ça se voit ou ça se constate comme une variation des intensités. Donc entre le blanc et le noir, il y a des fluctuations. Donc partout, il y a du bruit. Et par exemple ici, on s'attend à ce qu'il y ait des régions un peu homogènes avec la même couleur, mais on constate qu'il y a une variation. Donc après application de l'équation de la chaleur, si je prends cette partie-là, on remarque que cette partie elle est très lisse. D'accord? Elle est très régulière, elle est très smooth. Donc l'équation de la chaleur a permis de réduire le bruit dans cette région-là, voire le filtrer carrément, le supprimer. Même si je prends cette image, même cette partie, d'accord? Tout ça, même cette partie-là, on voit qu'il n'y a pas de bruit. D'accord? Ce qui est positif. Mais ce qui est négatif, c'est que l'image devient floue. Et ça veut dire quoi, flou? Le flou, il peut être constaté au niveau des contours. C'est quoi la différence entre cette image et cette image? Ici, si je veux tracer par exemple les contours des objets, je trace avec certitude, avec précision, les contours. D'accord? Et je peux dire que ça, c'est une première région. Ça, c'est la région, par exemple. Ça, c'est la région 1. Et ça, c'est la région 2. Et le contour entre les deux est très net. Par contre, si je vais à l'image après filtrage par l'équation de la chaleur, je sais que ça, c'est la région 1. Je sais que ça, c'est la région 2. Mais les contours entre les deux sont un peu flous. D'accord? Je ne peux pas séparer avec précision les deux régions. Et donc, l'effet de régularisation ou bien de lissage de l'équation de la chaleur a permis de rendre ces régions-là très lisses, mais il a eu un effet négatif de rendre les transitions entre les régions, c'est-à-dire les régions des bords, les bords des objets, les a rendus flous. Et ça, c'est un effet négatif. Donc, il y a un effet positif, c'est lissage. D'accord? Et puis, il y a un effet négatif, le flou. Alors, en face de cette situation, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va dire que l'équation de la chaleur, elle est bonne à rien, c'est-à-dire elle ne marche pas, donc on va essayer de voir autre chose. Soit on va analyser pourquoi on a cet effet négatif, et on va essayer de modifier l'équation de la chaleur de telle sorte à améliorer les résultats et corriger les défauts. D'accord? C'est ce qu'ont fait les chercheurs. Et donc, ça, c'est une autre comment dire, constatation ou bien illustration de l'effet de flou sur les bords. Et voici un autre exemple de diffusion ou bien de régularisation qui s'appelle la régularisation anisotropique. Avec cette technique,
Et c'est ce qu'on aimerait avoir. On aimerait avoir un lissage sur ces régions-là, c'est-à-dire rendre les pixels homogènes et en une même intensité. Et on aimerait avoir en même temps une préservation des contours. D'accord? Et donc, on aimerait faire une diffusion ou bien un lissage anisotropique. Ça veut dire quoi, anisotropique? Ça veut dire différent en fonction de la région là où on se situe ou bien dans la direction on y va. Oups. Voilà. Donc, si on veut analyser encore plus cet effet de l'équation de la chaleur, si je prends un point ici sur le bord, et en fait, comme on va le voir plus tard, cet effet de lissage, il se fait dans deux directions. Alors, comment on peut voir lissage? Lissage, c'est tout simplement rendre le pixel similaire, ou bien remplacer la valeur de chaque pixel par la moyenne de ses voisins. C'est de telle sorte qu'on va essayer de rendre les images avec des mêmes intensités, Si je fais le lissage dans cette direction, c'est-à-dire je prends ce pixel-là, je schématise, je prends la direction, je prends ce pixel-là, c'est le pixel voisin, ça c'est le pixel central, et ça c'est le pixel voisin. Je calcule la moyenne de ces trois valeurs, d'accord? Première, deuxième, troisième, et je remplace la valeur de ce pixel-là par cette moyenne. Quand je remplace par la moyenne, ça permet de rendre le pixel bleu similaire au pixel rouge. Et donc, c'est à cause de ça qu'on a un flou. Alors, ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre, par exemple, cette image et la précédente? C'est que ici, je passe, par exemple, là, j'ai du blanc, j'ai une valeur de 100, d'accord? Je prends cette direction-là. Je prends un premier pixel, d'accord? Un deuxième pixel, un troisième pixel. C'est comme si j'ai 100 et j'ai 0. D'accord? Au point jaune, soit je suis dans la région du 100, soit je suis dans la région du 0. Donc le passage, il est net. Par contre, quand je fais un lissage qui n'est pas anisotropique, comme c'est le cas ici, je passe, quand on fait un lissage, ça c'est avant lissage et ça c'est après lissage. Avant lissage, j'ai toujours 3 pixels. Avant lissage, j'ai par exemple 100. Et j'ai ici, ça appartient à la région, donc c'est toujours 100. D'accord? Et par contre, dans le rouge, j'ai 0. D'accord? L'intensité. Après lissage, j'aurai 100. Et là, 0. Et entre les deux, j'aurai 50. Pour ce pixel-là. D'accord? Et donc, le passage entre la première région et la deuxième région se fait graduellement. Et quand on parle de passage, ça veut dire quand on compare les intensités, je passe de 100, ensuite 50, je passe de 150 à 0. D'accord? 150 à 0. Par contre, ici, je passe de 100 à 0. D'accord? J'ai une discontinuité des valeurs. Là, j'ai une diminution progressive des intensités. D'accord? Pourquoi ça? C'est à cause du filtrage qui remplace la valeur d'un pixel par la moyenne de ses voisins. Donc, si on analyse localement cette équation de la chaleur, alors l'idéal, c'est de se dire, si j'ai à séparer, à diviser ou bien voilà, donc à répartir l'effet de diffusion en deux, un effet dans cette direction et un effet dans cette direction. Alors, je veux dire que dans cette direction, bon, c'est pas exactement ça, c'est la direction tangentielle. Alors, direction tangentielle, ça veut dire une tangente. Vous voyez que ça, c'est la tangente, c'est-à-dire que c'est la tangente à cette courbe-là, au bord, et ça, c'est la normale à bord, donc normale, ainsi de suite. Donc, l'idéal, c'est se dire, dans cette direction, on peut faire la diffusion, parce qu'on est toujours dans la même région, mais par contre, dans cette direction, il ne faut pas faire de diffusion. C'est l'idée de la diffusion isotropique. Faire la diffusion le long des contours et éviter de faire la diffusion à travers les régions, d'accord, les ports.
Donc, à partir de cette idée, ou bien sur la base de cette idée, Perron Malik ont proposé une EDP qui porte leur nom, et c'est une modification de l'équation de la chaleur, et qui est la suivante. L'équation de la chaleur, c'est du sur dt est égal à delta U. Et donc, c'est égal. Alors, delta, je peux écrire, bon, delta comme le gradient, plutôt la divergence du gradient. C'est quoi ce point? C'est la divergence. La divergence, je vais l'écrire ici. Quand j'écris la divergence d'un champ d'un vecteur, d'une fonction vectorielle, U1, U2, et ça c'est comme l'opérateur du gradient, donc c'est d sur dx et sur dy. D'accord? Produit scalaire, c'est comme si vous avez un produit scalaire, c'est un travail formel. U1, U2. Et donc, quand on fait le produit scalaire, on obtient du1 sur dx, du2 sur dy. D'accord? Donc, la divergence, c'est la somme des dérivées premières de chaque composante. Parce qu'on prend la divergence d'un vecteur. Donc, si j'applique ça au gradient, j'aurai j'aurai dérivé par rapport à x de la première composante de ce vecteur. La première composante de ce vecteur, c'est du sur dx. Je dérivé par rapport à y de la deuxième composante qui est du dy. Et donc, on aura deuxième dérivé par rapport à x plus deuxième dérivé par rapport à y qui n'est autre que le Laplacien. Une fois cette décomposition faite, Perron Malik, ils ont rajouté ici, ils ont rajouté un coefficient. Qu'est-ce qui se passe là? Ça va se couper dans quelques minutes, mais bon. Donc, ils ont rajouté ce coefficient-là, le C gradient de U. Je vais expliquer tout de suite le rôle de ce C. Voilà, ils ont gardé la condition initiale. Et puis, ils ont rajouté ici une condition normale. La dérivée normale est égale à 0. Alors, c'est quoi le rôle de... C'est pas mentionné après. C'est quoi le rôle de ce C? Alors, pour comprendre le rôle de ce coefficient, on va prendre les cas limites. Si C est égal à 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient du sur dt est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement par rapport à t. C'est-à-dire que quand je fais des itérations, donc je rappelle que t, le temps, c'est l'équivalent aux itérations, quand on fait la discrétisation. Et donc, au cours des itérations, il n'y a pas de changement. D'accord? Si je prends c est égal à 1, du sur dt est égal, je remplace ici c par 1, j'obtiens de la u. Si je prends c égale 1 demi, du sur dt est égal 1 demi delta u. Et en fait, le c est appelé le coefficient de diffusion. S'il est égal à 0, il n'y a pas de diffusion. S'il est égal à 1, il y a une diffusion. Si inférieur à 1, ou bien plus c devient petit, plus la diffusion devient petite. Et donc, ce qu'on va choisir comme c, c'est la chose suivante. Si je suis ici, je choisis c égale à 1. Je suis ici, je choisis c égale à 1, c égale à 1, c égale à 1. Par contre, si je suis sur un bord, je choisis c égale à 0. C égale à 0 pour éviter de faire des diffusion. Comme on a dit tout à l'heure, il faut éviter de filtrer ou bien de régulariser ou bien de diffuser l'image sur les bords. Donc, il faut que je choisisse C égale à 0.
Maintenant, comment je peux savoir dans les équations, je suis en train de faire des équations, du sur dt est égal c de delta u, par exemple. Comment je peux savoir si je suis sur une région, ici, région homogène, ou bien je suis sur un bord? Justement, par l'utilisation du gradient de u. Le gradient de u, ou plus précisément la norme du gradient. Pourquoi la norme du gradient? Parce que quand la norme du gradient elle est grande, comme on a dit l'année dernière, quand la norme du gradient elle est grande, je sais que je suis sur un contour. Enfin, pas que c'est sur un contour, mais je vais expliquer tout de suite. Si je suis dans une région homogène, il n'y a pas de variation du gradient. Si je suis sur un bord, voilà, on le voit ici. Ici, donc il n'y a pas une grande variation, donc le gradient est petit. Ici, le gradient est petit, même quand il y a une petite variation, le gradient est petit. Par contre, là, le gradient est grand. D'accord? Donc, pour déterminer les bords, pour savoir, pour un pixel donné, s'il est sur un bord ou pas, on va analyser, ou bien on va calculer la norme du gradient. Si la norme du gradient est grande, c'est grand. Je suis sur un bord. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si je suis sur un bord, il faut réduire l'effet de diffusion. Donc, on va faire l'astuce suivante. Si la norme du gradient est grande, C doit être choisi petit. Pourquoi? Parce que je suis sur un bord. Et si la norme du gradient est petite, c'est-à-dire que je suis dans une région homogène, C est choisi grand jusqu'à la valeur 1 pour normaliser. Maintenant, si je prends C comme C de la norme de U, du gradient de U, je choisis tout simplement C comme une fonction décroissante. D'accord? Parce que le gradient de la norme du gradient de U, ça va jouer le rôle de X. C de X, ou la C de S, S, c'est la norme du gradient. S grand, C petite. Donc, C, c'est une fonction décroissante. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui, pour aujourd'hui. On va reprendre une prochaine fois. Donc, est-ce que vous avez des questions? Bustani, des questions? Monsieur. Non, monsieur, merci beaucoup. Sahli, Amina. Non, monsieur. D'accord, pas de questions. Je l'ai lu. Pas de questions. Ok, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais vous envoyer les fichiers, voilà, le fichier. Et je pense qu'on va faire une séance la semaine prochaine si ça vous arrange. Euh, peut-être le même jour, jeudi. D'accord? Oui, monsieur, Oui. ça nous arrange. D'accord, très bien. Donc je vais vous envoyer le fichier, le PDF et aussi l'enregistrement. Voilà. Oh, d'accord, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup et à la prochaine.